Bonjour, je suis David Ornus et vous écoutez Checkpoint, le podcast dédié aux questions de défense, de renseignement et de sécurité. Aujourd'hui, vous écoutez l'épisode consacré au continuum de sécurité. Alors, Jamie Williamson, notre premier invité pour ce premier podcast Checkpoint, dédié aux questions de défense, de renseignement et de sécurité. Jamie Williamson, vous êtes le secrétaire général de ICOCA, International Code of Conduct Association, et vous nous avez fait, il y a désormais un an, l'honneur de contribuer à cette contribution territoriale, et vous aviez axé votre intervention sur la nécessité de la promotion d'une bonne gouvernance et de prestations de services de sécurité responsables. Je vous invite peut-être à nous réexpliquer qui vous êtes et que fait ICOCA et quel est son rôle dans la régulation de l'industrie privée de la sécurité. Jamie, c'est à vous. Je vous remercie. Merci pour l'invitation. Vous m'entendez bien? C'est parfait pour nous. It's okay. Merci pour l'introduction. Donc, je suis le directeur exécutif de l'ICOCA, une association interpartite qui a été créée en 2013, qui regroupe des parties prenantes, dont des gouvernements, des entreprises de sécurité de privées, ainsi que des membres de la société civile et des observateurs qui incluent des experts, des académiques, des donneurs d'ordre, des clients. L'association a été créée comme le mécanisme de gouvernance pour la mise en œuvre d'un code de conduite international qui a été créé en 2010, de nouveau avec des gouvernements, des entreprises de sécurité, des ONG, pour gérer les actions, les opérations et les standards des entreprises de sécurité dans des zones à haut risque et complexes en particulier. Super, merci beaucoup. Alors, d'ores et déjà, et M. Jean-Baptiste Juzo ne va pas manquer de rebondir avec moi, vous avez annoncé qu'il y avait dans cette association multipartite la société civile, le milieu académique, les ONG et les gouvernements. Pouvez-vous aujourd'hui nous préciser quels sont les gouvernements qui sont impliqués dans ICOCA, s'il vous plaît? Pour l'instant, les gouvernements les plus actifs sont ceux qui étaient présents au tout début du processus, lors du développement du code et de la mise en œuvre de l'association. Donc, pour l'instant, nous avons 7 gouvernements: le Royaume-Uni, les États-Unis, la Norvège, la Suède, le Canada, l'Australie et la Suisse. La Suisse étant le pays hôte. Et des membres des gouvernements sont aussi représentants de notre gouvernance de l'association. Jamie, moi, j'avais une question, parce que, pour que nos internautes le sachent. Donc, on s'est rencontrés lorsqu'on a rédigé la contribution territoriale au continuum de sécurité, puis vous étiez notre hôte d'honneur, parce que vous étiez le seul qui n'était pas exactement sur le territoire, et puis en plus à l'international. Vous avez cité plein d'États anglo-saxons pour la plupart. Comment vous expliquez que la France ou les pays latins, je pense, alors les Allemands ils appellent ça les pays du Club Med, mais Italie, Espagne, France, Grèce, pourquoi les pays du sud de l'Europe ne participent pas à votre association, alors que leurs entreprises sont présentes un peu partout dans le monde? Je pense à Securitas pour les Espagnols, mais il y en a d'autres pour la France, etc. Donc, c'est des pays qui sont concernés par ces opérations-là, qui contribuent à la sécurité privée. Pourquoi ils ne signent pas? Pourquoi ils n'adhèrent pas à votre code de conduite? Est-ce que c'est une question de culture? Tout à l'heure, on a évoqué ça avec David. En France, on a un problème de culture, mais est-ce que ça voudrait dire que les Espagnols, les Italiens ou d'autres n'ont pas non plus cette culture? Je pense que c'est plutôt une question de réticence et d'opacité dans certains domaines. Mais aussi, si on regarde un petit peu le génésis de la création de la code de conduite, c'était vraiment suite aux opérations d'entreprises de sécurité privées anglo-saxons, en particulier en Irak, en Afghanistan, en Somalie. Donc, c'était vraiment un domaine, un milieu qui était vraiment dominé par les entreprises de sécurité anglo-saxonnes. Et donc, il y avait l'intérêt de la part des gouvernements tels le Royaume-Uni et les États-Unis de faire mieux, s'agissant, parce qu'il y avait une certaine pression qui venait vers eux de la part de la Croix-Rouge. De l'opinion publique même, parce qu'il y a eu des reportages qui étaient dévastateurs. Les ONG, on a vu pas mal de procès aux États-Unis aussi, des demandes éventuellement en termes des craintes qu'il y avait le manque de punition. Il y avait une certaine impunité dans ce domaine aussi, et des allégations de crimes de guerre, de violations des droits de l'homme. Donc vraiment, le débat au tout début était focalisé sur plutôt les enjeux des entreprises de sécurité privée
et ces entreprises plutôt anglo-saxons, bien que leur personnel était un mélange d'individus de nationalités. Ce n'est pas que des Britanniques et des Américains et des Canadiens là-dedans. Et avec un peu de recul maintenant que, j'allais dire, la tension est un peu retombée, que les choses se sont un peu assainies, pourquoi la France en particulier, ou peut-être qu'elle est en train de le faire, je ne sais pas où vous en êtes dans vos discussions avec le gouvernement français. Moi, ça m'intéresse parce que ça a été évoqué lorsqu'on a ensemble échangé et puis on a rédigé ce livre. C'était au moment de du premier confinement. Est-ce que désormais, vous avez une oreille plus attentive des responsables français, des élus français, ou pas du tout? On a des assez bonnes relations avec la mission permanente la France ici à Genève, ainsi que des relations à Paris, Quai d'Orsay, etc. Mais je crois qu'un petit peu la difficulté en France, et comme pas mal d'autres pays, c'est un petit peu la complexité du domaine. Les parties prenantes ne sont pas que seulement les gouvernements, les représentants, les élus, mais on a aussi les parties prenantes étant les donneurs d'ordre, les grandes entreprises qui recrutent et qui utilisent des compagnies de sécurité dans différents domaines, les entreprises de sécurité elles-mêmes et la pression qu'elles subissent pour adhérer au code, et puis l'opinion publique. Et si on regarde vraiment l'opinion publique en France, en contraste à ce qu'on voyait au Royaume-Uni et aux États-Unis, il y a très peu d'intérêt sur ce qui se passe s'agissant des entreprises de sécurité, le domaine de sécurité, que ce soit sur le territoire français, mais en particulier à l'étranger. Si on regarde un petit peu les évolutions au Mozambique, à Cabo Delgado, il y a des entreprises françaises dans ce coin-ci. Si on regarde ce qui se passe en Afrique centrale, si on regarde la fin des opérations Barkhane et un petit peu le resetting des enjeux dans cette région-là, on voit des entreprises de sécurité, on voit des enjeux pour les... On est en train de perdre... débat et de transparence ou d'une confiance pour sortir un petit peu des bois et discuter de ce qui se passe dans ces zones-là. Donc vous pensez, je ne veux pas accaparer la parole, mais vous pensez qu'à terme la France adhérera ou ça commence? Est-ce que vous trouvez que la culture, la mentalité française est en train d'évoluer sur ce sujet-là? De nouveau, je dirais oui et non. Ça dépend un petit peu des points de pression. Ça dépend aussi de la reconnaissance qu'il faut faire mieux. Donc, si je regarde éventuellement ce que font des entreprises de sécurité privée qui adhèrent au code et qui sont devenus membres de l'association, eux, ils mettent une certaine pression sur les élus, sur les donneurs d'ordre, pour reconnaître qu'il y a une meilleure vigilance qui est demandée de la part des uns et des autres, qu'il y a des besoins d'une meilleure gouvernance et qu'il y a un besoin d'une certaine accountability, comme on dit en anglais, s'agissant des actions des entreprises de sécurité dans les territoires, en particulier étrangers. Côté judiciaire, il y a une loi sur la vigilance en France depuis 2017. Il y a une pression qui sort éventuellement de l'Union européenne avec le développement d'une vigilance mandatoire de la part des uns et des autres. Et donc, normalement, il devrait y avoir une pression sur les autorités, mais aussi sur des entreprises sur le territoire français à travers cette directive de l'Union européenne. Là où ça bloque un petit peu, et c'est là où il y a un petit peu de débat, ce n'est pas qu'en France, c'est les donneurs d'ordre. Est-ce qu'eux, ils voient le plus-value de faire mieux? Ou est-ce qu'ils vont faire le minimum? Comment est-ce qu'ils perçoivent les risques associés à la sécurité? Quand ils discutent de ce qu'ils font pour améliorer les standards, est-ce qu'on voit ça vraiment? Est-ce qu'il y a une vraie mise en œuvre? Et il y a cette réticence presque d'avoir ces débats. Et peut-être que c'est le contraste en termes de tradition. Aux États-Unis, on a ces débats. C'est ouvert, c'est critique à pas mal de niveaux. Mais je ne reconnais pas le même niveau de débat sur le territoire français. Peut-être que grâce à ce podcast, j'espère qu'on y contribuera, effectivement. Et juste pour rebondir, en fait, ce que vous dites, c'est aujourd'hui, les donneurs d'ordre ne regardent que le plan financier, c'est-à-dire on va au moins 10 ans, c'est ça? Dans pas mal de secteurs. Oui. C'est le plus-value. La question se pose assez souvent quand nous, on parle avec des donneurs d'ordre et des entreprises de sécurité, ainsi que des gouvernements, mais en particulier ces deux premiers, la question est toujours le plus-value. Ce n'est pas un plus-value en termes de, bien sûr, il faut respecter les droits de l'homme, bien sûr, il faut avoir des standards, bien sûr, il faut reconnaître qu'il faut avoir des standards minimum à tout niveau. C'est plutôt, quel est le plus-value commercial? Et la réaction, on pourrait dire, mais le plus-value commercial d'avoir un respect des droits de l'homme est évident. Et au-delà de ça, ce n'est pas juste le plus-value commercial, c'est l'obligation préexistante. Les droits de l'homme doivent être respectés. Ce qui est dans la code de conduite, ce n'est pas du nouveau. Ce que j'entends, c'est qu'il y a bien aujourd'hui une obligation de gouvernance. De bonne gouvernance. De bonne gouvernance. Et cette bonne gouvernance
vous en faites la promotion ainsi que les entreprises qui adhèrent à l'association. Et malheureusement, c'est un petit peu le constat que nous avions fait dans le document et après nos échanges, c'est que les donneurs d'ordre n'ont pas toujours conscience du degré d'exigence qu'ils doivent désormais demander à leurs prestataires. Certainement. Et puis, cette bonne gouvernance, ça traverse pas mal de domaines. Ce n'est pas que seulement sur des questions comme l'utilisation de la force ou la détention, l'appréhension des individus. C'est des choses de base. Sur les salaires des employés, sur la gestion des sous-traitants, sur le respect et le dialogue avec les communautés locales. Des choses de base qui manquent assez souvent dans ce secteur. L'égalité de traitement femmes-hommes aussi, oui. Est-ce que Jamy, il y a peut-être un biais, c'est ça qui est bien dans un podcast, on peut réfléchir à voix haute. En France, il y a une vraie tendance actuellement. Il y a de plus en plus de colloques qui tournent autour de la RSE, la responsabilité sociétale des entreprises. On entend beaucoup de chefs d'entreprise, des jeunes, souvent de la nouvelle génération, qui s'engagent dans ce biais-là, sur l'égalité, effectivement, sur le why. C'est Simon Sinek qui a développé ça. Pourquoi je fais ça? Le sens de l'entreprise, se poser cette question. Est-ce que ça ne pourrait pas être un biais intéressant pour vos entreprises de se dire que respecter le code de conduite, c'est la meilleure façon d'appliquer la RSE dans son entreprise? Oui, et ça va au-delà. Ce n'est pas juste la meilleure façon, c'est de le faire concrètement. Parce que je prends des termes en anglais, et comme c'est un podcast, je vous laisse traduire. Sustainable Development Goals, SDGs, ESG reporting, tout ce qui est pour les boîtes financières, les banques, etc., sur les normes qui sont un petit peu corporate social responsibility, mais ça regarde l'environnement, la bonne gouvernance, les trucs, la transparence, ce que vous dites là, c'est la transparence. Et donc, dans pas mal de domaines, tout ce qui est corporate social responsibility, on voit des entreprises qui ont pris cette responsabilité. Les polices sont en place, les documents existent, les déclarations sont faites par l'exécutif les uns et les autres. Mais ce qui manque, c'est vraiment, est-ce qu'il y a cette mise en œuvre? Est-ce qu'on comprend vraiment ce qu'on doit faire dans tout ceci? Est-ce qu'on comprend, par exemple, de l'élément sécurité, que la discussion de ce que le domaine de sécurité est assez souvent mise à l'écart? C'est un domaine de service et on ne voit pas vraiment ce qu'ils font et l'impact des opérations dans le supply chain. Donc, c'est plutôt d'intégrer, d'avoir une meilleure discussion, un meilleur débat plus concret sur ces choses-là, mais aussi cette visibilité sur l'impact positif. Que ça soit transverse et non pas une fonction support, c'est ce que vous dites. Ouais, complètement. Et des polices et déclarations de la gouvernance d'une grande entreprise, c'est bien. Mais est-ce qu'on voit vraiment cette mise en œuvre? Est-ce qu'on voit une compréhension de ce que ça veut dire? De dire, we have corporate social responsibility principles. Très bien, merci beaucoup. Ouais, merci Jamy. Moi, j'espère en tout cas que votre contribution à la contribution va s'aimer ici en France. Puis permettre d'éclairer un peu les esprits des décideurs. Et j'invite vraiment ceux qui nous suivent à aller voir l'interview de Jamy qui est contenue dans cet ouvrage, donc continuum-sécurité.fr. Et vous verrez, c'est un peu ce que nous a expliqué Jamy, mais ça fait déjà plusieurs mois qu'on a écrit ce livre et nous, on espère en tout cas que les choses avancent dans le bon sens. On vous souhaite bonne chance. Moi, en tout cas, je vous souhaite bonne chance dans vos relations avec les élus français. Et j'espère que vous serez entendus. En plus, il y a la campagne des présidentielles qui débute. Ça peut être l'occasion de remettre ça sur la table. Il y a une opportunité immense pour les entreprises de sécurité françaises. Voilà, c'est un petit peu le sujet c'est un petit peu l'objet de la conversation que nous avons eue avec Jean-Baptiste Jou jusqu'à maintenant. Jamy, je vais vous garder en ligne parce que vous avez évoqué le Cabo Delgado et je vous propose ainsi qu'à nos auditeurs de rejoindre notre deuxième invité, Pedro. Donc nous allons faire la petite pause technique qui s'impose pour pouvoir activer le Zoom et on vous retrouve juste après. Moi je vous dis au revoir parce que Maître Juzo, merci. Mes compétences. Merci de votre participation à ce premier podcast qui est une première, je dois le dire. Merci à notre équipe technique qui nous a tout installé aujourd'hui. Et Maître Juzo, je vais vous libérer en vous remerciant de nouveau d'avoir dirigé cette contribution et ces travaux avec l'efficacité que nous vous connaissons. Livre blanc, donc j'invite tout le monde à le lire et vous retrouvez Jamy dans cet ouvrage, mais ainsi que beaucoup d'autres acteurs français pour le coup. Super. Merci Jamy. Merci Jamy, à tout de suite. Merci beaucoup.